Bonjour à tous, c'est Sylvain de la chaîne Parlons Immo, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 4 astuces, 4 stratégies différentes pour faire en sorte que vous puissiez acheter malin. Alors pourquoi malin? C'est tout simplement parce que vous avez pu voir sur les dernières vidéos que si vous achetiez comme la moyenne des Français, vous n'allez pas faire une bonne affaire, vous allez même plutôt parfois perdre de l'argent ou en tout cas être bloqué dans un bien le temps de pouvoir trouver autre chose. Bref, vous n'allez pas pouvoir faire en sorte que l'investissement que vous avez fait soit vraiment un bon investissement, d'accord? Donc, on va passer tout de suite aux différentes stratégies pour que votre bien soit rapidement rentable. Alors, la première chose qu'il faut faire, et qui est assez évidente, c'est réduire les coûts. Réduire les coûts, c'est réduire tous les frais qui vont avec l'achat d'un bien immobilier. Et en premier lieu, c'est les frais d'agence. Alors, les frais d'agence, c'est les frais tout simplement, c'est la commission que prend l'agence immobilière quand vous achetez via une agence immobilière. Donc si vous pouvez éviter ça et vous passez directement par un propriétaire vendeur qui vend sur PAP ou sur le Bon Coin, c'est parfait. Par contre, quand vous achetez auprès d'un vendeur directement, ne pensez pas qu'il le vend au prix prix de l'immobilier du secteur, d'accord? Il ne le vend pas au prix du marché, généralement il le vend avec les prix un petit peu plus surélevés. Parce que justement, lui, lui il se dit, vu que il va pouvoir le vendre sans frais d'agence, il se dit, il va pouvoir le vendre plus cher. Donc surtout, ne tombez pas dans le piège, achetez-le au prix du marché ou en dessous. Si malgré tout, vous passez par une agence immobilière, parce que mine de rien, 70% des transactions en France se font via une agence immobilière, il faut tout faire pour négocier. Généralement, les agences immobilières, ils prennent une marge de négociation en général de 5%, donc pensez à négocier au minimum de 5%, et moi je dirais même négocier 10, 15, voire même 20% pour les plus ambitieux, parce que en fait, l'immobilier, il faut absolument négocier. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'aiment pas négocier, je suis désolé, l'immobilier, c'est trop sérieux pour ne pas négocier, d'accord? On n'est pas en train de négocier des pommes de terre, des carottes, des pommes, peu importe. Là, on est en train de faire des milliers d'euros. Il y a des milliers d'euros en jeu là. Donc surtout, c'est le moment où il faut négocier, d'accord? Donc surtout, négocier. Deuxième stratégie, c'est les banques. Les banques, si vous allez prendre un crédit immobilier, il faut négocier avec les banques. C'est encore quelque chose qui me paraît évident, mais peut-être pas pour tous, ça, je préfère le rappeler. Si vous avez un crédit immobilier, déjà il faut négocier les taux, ça c'est une évidence, mettez en concurrence les différentes banques, négocier les frais de dossier. Quand on vous demande 500, 1000 euros, 1500 euros de frais de dossier, il se fout de gueule, hein. Donc il faut enlever ça, vous le mettez à zéro, au pire, réduisez les moitiés. Enfin vraiment réduire de moitié, c'est faisable pour tout le monde, donc faites-le. Réduire aussi les frais ce qu'on appelle les pénalités de remboursement anticipé. Ça c'est encore des pénalités que vous pouvez assez facilement l'enlever, donc surtout négociez-le. Quatrième chose, il faut négocier l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, généralement les banques, elles vous préconisent et voire vous obligent à prendre l'assurance emprunteur de leur banque. Au pire, si vous n'arrivez pas à négocier pour prendre quelque chose ailleurs, prenez une assurance emprunteur plus tard, après avoir contracté le crédit. Mais pensez que l'assurance emprunteur de la banque, généralement, elle n'est pas très intéressante. Allez voir des courtiers en assurance pour qu'ils vont vous proposer de meilleures assurances. Voilà, donc ça c'est les 4 choses à négocier. Après, il y a une astuce que je vais vous donner pour que le taux soit plus intéressant, c'est prenez des chiffres par rond. Quand je dis par rond, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que au lieu de prendre une durée d'emprunt de 15, 20 ou 25 ans, prenez des durées d'emprunt de 14, de 19 ou de 24 ans. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, les taux d'emprunt, ils sont toujours sur des fourchettes de durée. D'accord? Généralement, le taux d'emprunt, il est toujours le même entre 15 et 19, et de 20 à 24, et de 25 à... généralement 29, ça m'étonne qu'il le prête à 29, mais voilà, c'est toujours ces durées-là. Donc en fait, quand vous passez de 25 à 24, en fait, votre mensualité, elle ne monte pas autant, parce qu'en fait, vu que le taux d'intérêt, il va baisser, d'accord? Donc pensez toujours à prendre une année de moins par rapport à cette durée classique de 15, 20, 25 ans, parce que vous avez toujours des taux d'intérêt plus intéressants. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce que je voulais donner. Ensuite, troisième stratégie pour acheter plus malin, c'est prenez un appartement que vous achetez dans une copropriété peu gourmande en charge, d'accord? Et c'est pas juste parce que il y a des charges qui sont pas incluses comme le chauffage.
Le chauffage, de manière générale, le chauffage collectif, moi je trouve que c'est pas une bonne chose, tout simplement parce que dans un immeuble, en général, il y a beaucoup d'appartements qui sont inoccupés et pourtant ils sont chauffés quand même, parce que c'est collectif, d'accord. Si vous pouvez éviter d'avoir un chauffage collectif, vous trouvez un appartement dans une copropriété sans chauffage collectif, c'est mieux. Deuxième chose, c'est l'ascenseur. Si vous prenez une copropriété sans ascenseur, forcément il y a l'ascenseur qui coûte en moins, donc ça coûte moins cher. Donc ça c'est une chose. Prenez si possible une petite copropriété de 3, 4, 5 appartements, parce que vous pouvez tomber sur des syndics bénévoles. C'est-à-dire que quand vous avez un immeuble petit, ils ne sont pas obligés de passer par un syndic professionnel qui va gérer la gestion de l'immeuble, mais par une des personnes, un copropriétaire, ou peut-être plusieurs en tout cas, qui peuvent travailler ensemble et s'occuper de la partie administrative ensemble. Et il n'y a pas besoin de vous passer par un professionnel qui va vous facturer des frais en fait. Donc ça c'est super. Donc si vous pouvez passer par ça, c'est formidable. Et dernière chose, mais ça s'applique pour tous les copropriétés, peu importe qu'il y ait du chauffage collectif ou pas, c'est vérifier sur les PV, donc les procès-verbaux de l'Assemblée Générale, s'il y a des travaux qui sont prévus dans les années futures. Notamment les gros travaux comme le ravalement de façade, le changement de toiture, changement d'étanchéité, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui vont coûter très cher à chaque fois. Donc si vous voyez que ça a été fait juste avant ou il n'y a pas de travaux qui sont prévus d'ici les prochaines années, c'est une bonne chose. Donc vérifiez bien toutes ces charges qui sont un peu des charges cachées, parce que c'est des charges qui vont tomber à un moment donné et qui vous n'allez pas trop avoir le choix, parce que quand vous avez une toiture à changer, il faut les changer. Donc, et que si en plus tous les copropriétaires sont d'accord, sauf vous, bah en fait vous vous tapez à le payer quand même si vous n'êtes pas d'accord. Donc, voilà. Donc ça c'est une chose. Troisième stratégie. Quatrième stratégie, c'est acheter avec des travaux. Quand vous achetez avec des travaux, déjà il y a beaucoup moins d'acheteurs qui sont intéressés par ça, parce que bah, généralement quand on a un appartement qui est en mauvais état ou voilà, qu'il faut clairement refaire dedans, bah, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont réticents et disent non mais moi je veux pas m'occuper de travaux, je veux un appartement qui soit déjà prêt. Et c'est normal. Donc ce qui fait que déjà vous pouvez beaucoup mieux négocier, d'accord. Vous pouvez facilement négocier le coût des travaux. Vous dites bah écoutez, moi j'ai vu aller voir un artisan, il m'a donné un devis, ça coûte 20 000 euros. Je compte acheter un bien qui vaut 150 000 euros s'il est tout neuf, ou en tout cas s'il est en bon état. Il n'est pas en bon état. Je reprends 20 000 euros des 150 000, ça me fait 130 000. Et je suis sûr que vous pouvez encore négocier un peu plus. Vous pouvez dire que voilà, ça me prend aussi, c'est un effort, voilà, c'est du travail quand même de s'occuper des travaux, gérer en fait les artisans, de faire en sorte qu'ils finissent bien à l'heure prévue. Peut-être que pendant ce temps-là, vous êtes peut-être à l'hôtel. Enfin voilà, donc ça fait que ça fait des coûts supplémentaires et vous pouvez vous dire, bah voilà, moi j'achète que à 120 000. Et comme il n'y a personne d'autre qui veut l'acheter, bah, ça peut passer et le vendeur est prêt à vous vendre à 120 000 plutôt que 130, 140 ou 150 000. D'accord ? Donc ça c'est une super astuce. En plus, le bonus dans cette situation-là, c'est que vous pouvez aménager votre bien comme bon vous semble. Surtout, ne pensez pas à mettre trop à vos goûts, le rendre trop personnalisé. Ou si vous le personnalisez, faites en sorte que ce soit facile à le changer. Parce qu'en fait, au moment de la revente, il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus neutre, qui plaise au maximum de personnes. Donc si vous voulez faire des travaux de rénovation, pensez à faire quelque chose de simple. Je pense une idée comme ça que je viens d'avoir. Si vous voulez par exemple avoir une cuisine Hello Kitty, mettez peut-être des façades Hello Kitty sur votre cuisine et le jour où vous devez vendre, bah, vous les changez, vous les remplacez, vous mettez façade, je sais pas moi, en couleur unie, en blanc, en rouge, en noir, tout ce que vous voulez, mais quelque chose de beaucoup plus soft et qui plaît un peu à tout le monde, d'accord. Donc je viens de revoir les 4 astuces. En appliquant toutes ces astuces-là, assez rapidement, vous passez d'une durée de 6 ans et demi à 4 ans. Comment je vous explique ça? On regarde ça tout de suite dans ce graphe. Donc, bonjour à tous, je vous montre les résultats des calculs que j'ai fait. Donc la courbe de tout ce qui est à droite, vous voyez, c'est les courbes en fait qui montrent le coût du logement, que ce soit un locataire ou un propriétaire. Donc le locataire, lui, il paye quasiment rien au début et il paye tous les mois le même montant. Le propriétaire, lui, il paye beaucoup au début, mais il paye un peu moins. Donc voilà, à un moment donné, bah, il croise la courbe du locataire. Un acheteur moyen, c'est la courbe rouge, lui, il croise la courbe du locataire au bout de 6 ans et demi. Alors que l'acheteur rentable, lui, bah voilà, il paye un peu moins cher, donc vous voyez, il démarre un peu plus bas. Et en plus, comme il a moins de charges à payer, bah, il croise plus vite la courbe du locataire. Et au bout de seulement 4 ans, voilà, vous êtes rentable. Voilà. Donc
en fait vous allez payer moins de choses, le coût du logement sera moins élevé qu'un locataire, comme vous pouvez voir sur ce graphique. Les hypothèses sont tous à gauche, voilà, et notamment le prix d'achat qui a été négocié 160 000, 140 000, soit une négo de 12%. Voilà, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus rentable d'appliquer tous ces conseils-là. Pour ceux qui n'ont pas, qui peuvent pas appliquer ces conseils parce qu'ils ont déjà acheté, ne vous inquiétez pas, on va voir dans la prochaine vidéo comment faire que l'appartement soit quand même plus rentable pour ceux qui ont déjà acheté, parce qu'il y a encore d'autres astuces qu'on peut faire même après l'achat. Et évidemment pour ceux qui n'ont pas acheté encore, ils peuvent aussi appliquer ces conseils. Entre temps, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au plus grand nombre. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.